Je vais tout de suite passer la parole et inviter à me rejoindre Pierre et Margot. On va faire un petit switch de chaise. Donc, Margot Lamourou est architecte doctorante au LET La Vue de l'ENSA Paris-La Villette, ESAM, et elle est en thèse CIFRE dans l'agence Calc. Pierre Bouliol est aussi architecte, doctorant au GERFO à La Villette. Sacha à Bruxelles. Voilà. Et dans l'agence ANMA en CIFRE. Voilà. Je vous passe la parole pour votre intervention. Merci d'abord pour l'organisation de cette journée qui est extrêmement intéressante. Nous, on voulait partir de cette expérience de l'activité doctorale comme une navigation entre deux mondes, des allers-retours incessants entre agences, universités, entre l'urgence de l'action et la réflexivité de la recherche, le projet et la théorie, différentes disciplines, chez nous, la sociologie, l'ethnographie, la philosophie et des travaux plus collectifs et puis la solitude parfois de l'écriture de thèse. Et cette activité itérative nécessite d'être équipée, outillée, et on propose de déplier les outils qui accompagnent cette navigation. Donc, on s'appuie tous les deux dans différentes disciplines, dans l'architecture, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, et donc notamment les SHS au sein desquels le terrain a une place très importante. Donc pour cette communication, on s'est appuyé sur justement des travaux de recherche qui avaient déjà essayé de mettre et de comprendre en fait ces allers-retours singuliers qu'a décrit Pierre, et donc notamment la mise en forme de témoignages dont parlait Laurent Devim et le livret CIFRE qui a été présenté ce matin. Il y a aussi des doctorants qui ont consacré d'importants chapitres de leur thèse à expliciter ces méthodes de recherche. On pense à Silver Tribou, Ségolène Charles, Amandine Mille et bien d'autres. Et donc avec Pierre, nous avons décidé de faire cette communication à deux voix, à la fois pour confronter les similitudes et les écarts de nos démarches et pour pouvoir s'offrir un temps de réflexivité sur des recherches en cours. Donc, ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est cette boîte à outils qu'on a mis en place par rapport à notre terrain, qui va être séquencée selon le processus d'immersion classique, on va dire, au cours de la CIFRE. Comment on y accède, comment on l'appréhende, comment on s'y engage, comment on s'en distance et qu'est-ce qu'on partage avec lui. Donc, on a divisé un peu en deux étapes cet accès au terrain autour d'abord de la recherche d'une structure d'accueil, puis d'une négociation de sa place au sein de cette structure. On a en commun, Margot et moi, le fait d'avoir suivi le DPEA Recherche en architecture à la Villette, dans lequel on a pu passer un an à s'acculturer avec le monde de la recherche et où on a essayé de fabriquer un projet de thèse et de constituer un premier état de l'art. Cette recherche de structure est essentielle parce qu'elle fabrique les conditions d'une recherche plus ou moins favorable aux objectifs de thèse, mais aussi à l'autonomie et à la liberté de ton. Chez nous, on a considéré que c'était un choix plutôt pesé, mûri, après plusieurs années d'expérience professionnelle. On avait en commun cette volonté de rechercher plutôt une structure d'une taille importante parce que on avait cet a priori qu'elle permettrait d'avoir qu'elle avait assez de masse salariale pour ne pas utiliser la CIFRE comme un productif subventionné et d'offrir une diversité de situations de projets pertinentes par rapport à l'objet de recherche. Chez Margot, des projets en bois et pour moi des projets complexes. Et donc ensuite, une fois la structure trouvée, il y a une négociation qui se joue en fait entre la délimitation plus précise d'un terrain et la place qu'on a à y trouver. Donc le terrain pour Pierre, ça concerne en plusieurs projets d'architecture et des études urbaines. Et pour mon cas, ce sont des architectes qui construisent en bois, donc qui sont à la fois dans l'agence et en dehors de l'agence. Et pour avoir accès à ces informations souhaitées, donc on a évidemment passé par un processus de confiance et de légitimité qui implique de l'engagement. Et avec Pierre, même si nos intitulés de poste sont assez similaires, donc on nous a donné le nom de chargé de recherche au sein des structures, on a eu deux situations d'implication assez différentes. Pour ma part, je me suis plutôt positionnée dans une figure de consultant qui a été définie par Silver Tribou, ou tout à l'heure, ce matin, on a aussi parlé de expert. Donc dans la continuité d'une expérience professionnelle précédente qui était rédactrice en chef de la revue Séquence Bois. Et
comme en fait je ne suis pas praticienne de la maîtrise d'œuvre, j'ai été mise au défi de produire des propositions opérationnelles et j'ai senti être vraiment intégrée dans le terrain quand j'ai fait des choses concrètes. Et c'est un terme sur lequel on a beaucoup insisté et voilà, qui s'est retrouvé aussi dans différentes thèses. Peut-être que ce qu'on n'a pas précisé rapidement, c'est les sujets de thèse, c'est-à-dire que toi, tu travailles sur le déplacement du rôle des architectes dans la filière bois. Et moi, mon thème de recherche au départ, c'était les relations complexes entre architecture et politique, et en enquêtant sur des processus de projets urbains et architecturaux. C'est vrai qu'à la différence de Margot, j'étais plutôt dans ma négociation d'entrée sur le terrain, c'était plutôt à travers la casquette du chercheur-observateur, et l'idée c'était de se fondre dans le collectif, de traquer le politique par le bas depuis des activités ordinaires et quotidiennes avec une stratégie plutôt ethnographique. Et donc l'idée était de donner une place centrale à l'activité de projet, et donc j'ai été assistant de projet, immergé dans le pôle des urbanistes de l'agence, et donc je me suis retrouvé dans une situation d'apprentissage parce que je n'avais pas pratiqué l'urba en agence, mais cette situation facilite l'analyse, moins impliquée dans le projet, et permet potentiellement d'avoir plus de distance. Pour appréhender le terrain, pour nous c'est passé, et je pense que c'est quelque chose d'assez commun, de fabriquer un cadre théorique et méthodologique pour tenter de se fabriquer une focale avec laquelle on va observer ce terrain. Moi, je pourrais dire que je suis plutôt dans une approche inductive, c'est-à-dire que je ne vais pas formuler d'hypothèses préalables, mais plutôt fabriquer un cadre méthodologique pour rester ouvert aux opportunités de projet sur le terrain, et les hypothèses apparaissant à partir de situations seulement. Donc, je cherchais des projets perturbés et déstabilisés par ce que Bruno Latour appelle le nouveau régime climatique dans un contexte d'accélération néolibérale. Et pour ça, j'avais Bruno Latour et Albenaya Neva qui ont été des références majeures pour porter, parce que c'est des chercheurs qui portent attention aux controverses, aux conflits, et qui ont mis en place des méthodes d'enquête sur ces... voilà. Et donc, juste une petite citation d'Albenaya Neva qui nous dit que l'architecture se fait dans un réseau d'acteurs, humains et non humains, qui contribuent tous au processus complexe de fabrication et de construction, un réseau où tout agit. Donc voilà, c'était un peu une enquête sur les réseaux impliqués par les projets. Et de mon côté, je travaille plutôt avec une approche déductive. Donc j'ai d'abord construit des hypothèses à partir d'un état de l'art que vous pouvez trouver ci-contre, et un cadre théorique qui permet aussi, comme Pierre, de comprendre en fait mieux les jeux d'acteurs et les réseaux. J'ai mobilisé 2 références principales, celle de Jean-Pierre Épron, qui dit que les acteurs de la construction en fait ont des positions diversifiées et conflictuelles, mais qui sont quand même maintenus ensemble par un certain équilibre. Et donc j'y ai vu un système d'action concret tel que défini par Michel Crozier et Erhard Friedberg, qui dit qu'en fait un acteur n'existe pas en dehors du système et que le système n'existe pas sans l'acteur. Et donc, c'est une mise en tension qui crée une interdépendance entre des acteurs animés par des intérêts et des logiques propres au sein de ces espaces délimités. Et donc, quand je parlais de terrain, dedans, dehors, en fait, pour l'instant, moi, j'ai surtout travaillé en dehors de l'agence, à la recherche et surtout à l'échelle macro. Donc, c'est-à-dire que j'ai essayé de repositionner mon agence d'accueil au sein du panorama des agences qui construisent en bois. J'étudie leur discours, leurs pratiques, leurs représentations, et je définis en fait des profils à travers le concept d'idéotype de Max Weber, pour accentuer certaines positions de manière à guider l'élaboration de mes hypothèses. Donc ensuite, pour s'engager sur le terrain, ça passe par des missions, évidemment. Donc la CIFRE, c'est un accès privilégié au terrain. Alors comme je vous le disais, moi j'ai surtout travaillé le terrain hors d'échelle de l'agence, mais elle me permet aussi donc de faire ces allers-retours entre l'échelle macro et micro, en étudiant des situations beaucoup plus précises à travers certaines missions que j'ai déterminées en relative autonomie. Et je remercie d'ailleurs mon agence d'accueil pour ça. Donc, j'anime par exemple des ateliers internes au sein de l'agence sur la construction bois. Je la mets en relation avec d'autres acteurs, je la représente dans des événements professionnels et je donne accès à des conférences et je fabrique les discours sur la construction bois. Donc, on voit en fait comment il y a une itération entre les 2 échelles et aussi entre le savoir et l'action propre au doctorat en CIFRE. Et pour ma part, je dirais que c'est plutôt une posture hybride, c'est-à-dire que on va dire que j'ai
je suis plutôt arrivé comme architecte praticien, assistant de projet, donc participant et en même temps observateur. Et donc ça a commencé avec une étude urbaine sur un territoire littoral soumis au risque de submersion marine, pour laquelle l'agence accompagne la collectivité à imaginer comment habiter avec le risque. Et en parallèle, j'ai collaboré presque dès le tout départ à un projet d'exposition qui est porté par l'agence. Et donc, en fait, on voit comment il y a deux manières d'entrée qui peuvent paraître distinctes et qui, en même temps, il peut y avoir aussi des perméabilités d'émissions, des similarités, notamment dans la participation à la fabrique de discours et d'argumentaires pour les agences respectives. On travaille tous les deux sur le terrain à observer des scènes. Donc, on en a une utilisation différente. Pour moi, elles incarnent en fait certaines hypothèses. Alors, rapidement, j'ai une hypothèse qui dit, par exemple, que la filière bois donne à l'architecte pour rôle principal, voire unique, de rendre désirables des systèmes industriels et constructifs. Et donc, lors de cet atelier qui réunissait des équipes de promoteurs, constructeurs autour des projets en structure bois des Jeux Olympiques, l'architecte y était absent. Sauf dans une équipe, elle a été d'ailleurs annoncée à grand bruit pour finalement parler du travail colorimétrique qu'elle avait effectué sur les façades, quand le promoteur parlait, lui, du programme et des gabarits et l'entreprise des enjeux techniques. Et pour moi, des scènes constituent vraiment des déclencheurs d'écriture et d'analyse. Par exemple, il y a eu un atelier de travail qui réunissait plusieurs acteurs institutionnels et les concepteurs. Et elle a un peu agi pour moi comme un moment qui a cristallisé des tensions, qui a concentré des relations et qui a été le point de départ d'une enquête à partir de laquelle j'essaie de reconstruire l'histoire de toutes les entités qui sont mobilisées lors de cet atelier et de leur interdépendance. Et alors, du coup, passer avec cette étape de se distancier de son terrain, c'est aussi tenter de problématiser. Et donc, j'essaye de problématiser en m'accompagnant donc de plusieurs outils, donc le récit ethnographique, mais aussi des outils encore à l'état d'esquisse et très expérimentaux, autour de cette question: que nous apprend une scène de travail entre une pluralité d'acteurs de la fabrique urbaine sur la manière dont ils projettent l'habitabilité future sur un territoire soumis au risque de submersion marine. Et donc, il s'agit d'outils de représentation qui accompagnent le travail de mise en récit. Et donc là, ce que j'ai appelé géorécit incarné, ce n'est pas, je pense, le bon terme, mais en tout cas, il s'agit d'une expérimentation visuelle dynamique qui accompagne l'enquête ethnographique et qui permet de rendre visible la complexité des trajectoires des humains qui sont autour de la table. Et cette représentation me permet de montrer comment la vague de submersion est un ensemble de dispositifs à la fois institutionnels et naturels, et que ce n'est pas que de l'eau, et j'essaye de le montrer par cette représentation. Puis enfin, un autre outil qui est encore à l'état, pour l'instant c'est autour de figures, mais j'espère que ça peut se transformer en boussole, pour essayer de repérer différents rapports à la technique face aux risques naturels. Voilà. Et donc là, Pierre parlait de la manière donc de se distancier, de prendre de la distance vis-à-vis de son terrain. De mon côté, elle passe pas du tout par les mêmes outils. Donc pour moi, se distancier, c'est avoir une réflexivité donc sur sa propre pratique. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fonction des interlocuteurs que je croise dans mon enquête, que ce soit dans les entretiens ou dans les discours informels, je mobilise intuitivement mes différentes casquettes. Donc tantôt, je représente l'agence d'architecture quand je parle avec des gens issus du monde de la filière bois construction pour voir le rapport qu'ils entretiennent avec les architectes. Tantôt, j'ai une casquette de chercheuse pour aborder justement les autres architectes et éviter peut-être certains conflits. Ou alors, quand j'ai du mal à vraiment capter l'attention de quelqu'un, mettre un peu en avant le profil de journaliste pour voir si on peut avoir accès à différentes informations. Alors tout ça avec une éthique, évidemment, hein, tout le monde est au courant des 3 casquettes, etc. Mais il y a quand même un jeu de nuances qui s'opère. Et donc, je me sers en fait de ces préjugés, de ces doubles préjugés, donc à la fois cette représentation que moi j'ai sur ces personnes et de ces personnes qui pourraient avoir des représentations sur ces différentes casquettes, comme un moteur de réflexion en fait pour la réflexivité sur la pratique. Et enfin, on voulait tenter d'arriver sur la mise en partage de travaux en cours de fabrication. Alors là, on est en plein cours de recherche, donc c'est un peu difficile, mais on voulait partager, moi par exemple, pour ce que je vous ai, les différents outils que j'ai essayé de vous partager, il
Il y a eu un partage progressif, c'est-à-dire que j'ai d'abord partagé une esquisse d'un récit ethnographique à l'état vraiment esquisse avec le chef de projet avec qui je travaillais, puis un avancement de ce récit ethnographique et d'une esquisse du géorécit avec le directeur de l'agence lors d'un comité de thèse, puis un avancement de ces deux formes lors d'un moment collectif avec l'équipe d'urbanistes, et puis des communications lors de moments plus scientifiques. Voilà, du coup, il y a cette tension, en tout cas, entre, on l'a déjà bien dit, des temps de l'enquête qui sont différents de celui du projet, où on espère que l'enquête permet d'élargir le jeu, ou en tout cas de faire bifurquer, de ralentir, d'accélérer certaines attitudes de projet. Et de mon côté, c'est assez progressif aussi. Et voilà, en début de première année, il y a encore assez peu de résultats à partager. Donc pour conclure, on voulait revenir sur les mots de Tribou et Desmoulins, donc qui parlent de la recherche salariée comme une grande réflexivité, d'interroger constamment la pertinence de la démarche et aussi le contenu et les méthodes. Et on voulait, voilà, encore une fois remercier cette initiative qui nous a donné l'occasion d'interroger et de formaliser une réflexivité. Merci beaucoup.